Lors de la phase d'analyse, de compréhension et de fiabilisation d'une base de données, en plus d'analyser les valeurs manquantes que nous avons vues dans la vidéo qui s'affiche ici, nous devons également analyser, traiter les valeurs aberrantes ou encore les outliers. Qu'est-ce qu'un outlier? Généralement, on parle de valeurs aberrantes lorsque la valeur prise par un individu est complètement différente de la majorité. En gros, ce sont les individus qui seront complètement différents de la plupart des individus de la base de données. Sur les graphiques, ils vont complètement s'écarter en général. Et maintenant, en statistique, on distingue deux catégories de valeurs aberrantes ou encore des outliers. On a ce qu'on appelle les valeurs erronées, c'est-à-dire les valeurs qui seront dans la base de données qui sont écartées, mais ce sera principalement lié au fait qu'il y a une erreur de mesure, une erreur de saisie ou bien un problème dans le système d'information. Et ça, vous devez les détecter dans la phase de nettoyage de la base de données parce que ces valeurs sont des anomalies qu'il faut corriger. Par exemple, imaginez-vous travaillez dans un supermarché et dans votre base de données de prix des produits, vous avez des prix qui sont vendus négatifs. Ça, ce sont les valeurs qui vont, dans votre graphique d'évolution du prix, qui vont être écartées, mais ce seront des outliers parce que ce sont des erreurs, on ne peut pas avoir des prix négatifs. Voilà, première catégorie. La deuxième catégorie de valeurs aberrantes qu'on a souvent, c'est ce qu'on appelle les valeurs extrêmes. En fait, en général, les valeurs extrêmes sont des valeurs qui sont vraies, mais qui sont tellement élevées qu'elles s'écartent de la distribution normale, entre guillemets. Donc, elles seront totalement écarté du lot en général. On va prendre un exemple, c'est imaginez vous travaillez sur les revenus des personnes dans une salle et dans la salle vous avez les cadres moyens, vous avez les data scientists, vous avez les cadres supérieurs, vous avez des footballeurs. Vous voyez peut-être en général un data scientist peut toucher au début de sa carrière 44 000, 47 000 euros et un footballeur peut être autour de 1 million d'euros par mois. Vous vous rendez compte que si vous faites un graphique qui met le nuage de points des revenus des individus, le footballeur sera complètement éloigné parce qu'il a 1 million d'euros par mois tandis que le data scientist a 60 000 euros par an. Donc vous voyez que le footballeur va tirer à peu près la moyenne des salaires vers le haut. C'est une vraie valeur, c'est une valeur réelle, mais c'est juste qu'il est à peu près différent des autres individus. C'est ce qu'on appelle les valeurs extrêmes. Donc, les valeurs extrêmes sont les valeurs qui sont vraies, mais qui sont complètement différentes de la moyenne. Le challenge en machine learning, c'est justement de savoir identifier ces valeurs, les traiter et de proposer des solutions pour pouvoir avoir des modèles robustes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment identifier efficacement les valeurs extrêmes de façon univariée, multivariée et surtout comment est-ce qu'on doit mettre en place des stratégies pour mieux les traiter et avoir des modèles robustes. Je vous laisse avec mon notebook, on se retrouve juste après. Nous sommes sur mon notebook, on va voir ensemble comment concrètement en pratique vous pouvez identifier les valeurs aberrantes et quelles sont les solutions à mettre en place. On commence toujours, bien évidemment, dans tous les travaux par importer les packages NumPy, Panda, Seaborn, SciPy, Sklearn. Une fois que c'est fait, on va charger la base de données. Ici, on va travailler avec la base de données Boston Housing qui est déjà disponible dans Sklearn. On charge la base de données et on regarde à peu près la structure globale. Quelles sont les variables? Ici, on a par exemple la taxe, on a le prix, on a l'âge par exemple. Donc voilà à peu près les variables. On regarde les variables. Prochaine étape, on va essayer de voir si on n'a pas les données erronées. Je vous ai dit qu'en termes de valeurs extrêmes aberrantes, on a les valeurs extrêmes et les données erronées. Pour identifier les données erronées, la première chose à faire, c'est de regarder déjà le min et le max. Seulement avec le min et le max, vous pouvez savoir s'il y a des valeurs qui sont étranges. Par exemple, si vous avez une variable comme le prix, si vous avez des prix négatifs, ça vous donne déjà une idée de si la variable est erronée ou pas. Donc ici, on va regarder le minimum et le maximum de l'ensemble des variables. Je vais par exemple m'intéresser à la variable prix ici. On se rend compte qu'en général, les prix sont toujours positifs. Donc a priori, il n'y a pas d'anomalie détectée comme ça. Donc le maximum, c'est de 50 et le minimum, on est autour de 5. Donc a priori, comme ça, je ne peux rien dire. Donc prenez le réflexe toujours de regarder minimum, maximum, les quantiles, comment est-ce que ça se disperse pour voir s'il n'y a pas des valeurs qui peuvent sauter à l'œil. Une fois que vous avez décrit la base de données, la prochaine étape, c'est identifier les outliers par des analyses graphiques. En termes d'analyse graphique, le premier graphique que je recommande toujours, c'est ce qu'on appelle les box plots. Donc, sous Seaborn, vous avez SNS box plot. Vous mettez la base de données, vous mettez la variable. Ici, on va travailler sur le prix des maisons à Boston. Voici à quoi ça ressemble le box plot des prix des maisons à Boston, comme ceci. Ce qui est intéressant dans le box plot, c'est premièrement, on va regarder ceci, la ligne qui est juste là, qui représente en général la médiane. La médiane, c'est quoi? C'est la valeur qui va séparer la série en deux parties égales. Ici, on a une médiane qui est autour de 22, je vais dire, ou bien 21, à peu près 22, on va dire. Ça veut dire que 50% des maisons à Boston ont un prix inférieur à 22. Ça se passe à 22 millions. Et 50% des maisons ont un prix supérieur à 22. Donc, vous voyez, 22, c'est la médiane qui sépare la population en deux parties égales. La deuxième valeur importante dans le box plot, c'est cette valeur qui est ici, qui est Q3 plus 1,5 fois EQR. On va voir ça en détail tout de suite ici. Et cette valeur qui est là, c'est Q1 moins 1,5 fois EQR. En gros, toutes les valeurs qui sont au-dessus ici seront considérées comme outliers. Et toutes les valeurs qui sont en dessous ici seront également considérées comme outliers. Ça veut dire que juste avec ce visuel, vous voyez déjà qu'en termes de prix, il y a des maisons qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres de ce côté. Il y a une maison aussi, une seule qui coûte un peu moins cher. On a autour de, c'est pas, c'est 4 millions d'euros à peu près.
à peu près, ça dépend de l'unité de la base de données, mais juste avec cette analyse graphique, vous voyez déjà qu'il y a déjà des points qui sortent de l'eau, vous avez des valeurs aberrantes. Maintenant, pour pouvoir les déterminer d'un point de vue pratique, on a deux approches que je vais présenter ici. Il y en a plus, mais on va présenter les deux principales approches que je recommande. La première approche que vous devez mettre en place sur le plan univarié, c'est ce qu'on appelle IQR, Interquartile Range, c'est l'intervalle interquartile globalement. Comment ça fonctionne? Première étape, on va calculer ce qu'on appelle le quantile d'ordre 1. Le quantile d'ordre 1, en gros, ce sera la valeur pour laquelle 25% des observations aura un prix inférieur et 75% un prix supérieur. On calcule le quantile d'ordre 1. On calcule le quantile d'ordre 3, c'est-à-dire 75% des valeurs auront des valeurs inférieures au Q3 et 25% ont des valeurs supérieures. On calcule ces deux valeurs. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle l'IQR. L'IQR, c'est quoi? C'est tout simplement Q3 moins Q1. Donc, on va calculer Q3 moins Q1, qui est ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. Et toutes les valeurs qui seront inférieures à ce qu'on appelle la limite inférieure qui est là, Q1 moins 1,5 fois IQR, c'est ce que je vous ai présenté ici, seront des valeurs extrêmes à gauche. Et toutes les valeurs qui seront supérieures à Q3 plus 1,5 fois IQR, que je vous ai présenté ici, ce seront des valeurs extrêmes à droite. Donc, l'intervalle interquartile range permet de déterminer les valeurs extrêmes avec la formule que j'ai mis juste ici. L'avantage de l'IQR, c'est que c'est assez simple à mettre en place et c'est facile à comprendre. Q1 moins 1,5 fois IQR, Q3 plus 1,5 fois IQR. L'inconvénient de cette approche, le grand inconvénient de l'approche IQR, c'est qu'elle suppose souvent une certaine symétrie dans vos données. Donc, lorsque la distribution est asymétrique, l'IQR n'est pas souvent très pertinente. Donc, c'est la première approche. Comment est-ce qu'on la met en place? Ici, j'ai défini cette fonction qui va vous aider à mettre en place l'IQR. En gros, on va calculer le quantile d'ordre 1, 0,25. Quantile d'ordre 3, 0,75. On calcule l'intervalle interquartile Q1 moins Q3. La borne inférieure Q1 moins 1,5 fois IQR. Borne supérieure Q3 moins plus 1,5 fois IQR. Sur la base de données qu'on a, toutes les colonnes qui sont inférieures à la borne inférieure seront des valeurs extrêmes à gauche. Toutes les valeurs qui sont supérieures ici à upper bound, la borne supérieure, seront valeurs extrêmes. Donc ici, j'applique ma fonction sur ma base de données. Je prends le prix des biens immobiliers à Boston et j'affiche les valeurs détectées. Donc ici, vous avez la liste des valeurs détectées. Donc, voilà ce que vous devez retenir sur IQR. On est basé sur une discussion symétrique, donc c'est basé sur l'intervalle interquartile Q3 moins Q1. La deuxième approche que je vous recommande d'utiliser, c'est ce qu'on appelle le Z-score. C'est quoi le Z-score? En gros, le Z-score, c'est tout simplement une nouvelle variable qu'on va calculer qui sera égale à X, la valeur initiale, moins la moyenne divisée par l'écart type. Et toutes les valeurs qui ont un Z-score, la valeur absolue du Z-score qui est supérieure à 2, sera considérée comme outlier. Donc, toutes les valeurs dont la valeur absolue du Z-score est supérieure à 2 ou 3 en fonction de votre théorie sera considérée comme outlier. C'est quoi l'idée derrière? C'est que toutes les valeurs qui ont une valeur, toutes les observations qui ont une valeur de la variable supérieure à 2 fois l'écart type sur une loi normale, elles seront considérées comme outlier. C'est le même principe sur les Z-scores. C'est quoi les avantages du Z-score? Bien évidemment, déjà c'est facile à implémenter, c'est simple à comprendre. Tout simplement Z moins mu divisé par sigma, c'est facile. Dès que la valeur absolue est supérieure à 2, on considère que c'est une valeur aberrante. Par contre, comme inconvénient, ça repose à peu près sur l'hypothèse de normalité. Donc, il faut que les distributions soient également symétriques avant d'utiliser le Z-score. Donc, ici, je vous ai préparé une fonction qui va vous permettre de détecter les outliers avec le Z-score. Il y a des fonctions pré-implémentées dans Python qui peuvent le faire, mais vous pouvez le calculer vous-même. Donc, vous prenez la colonne en question, vous enlevez la moyenne, vous divisez par l'écart type, et ensuite, le seuil. Ici, j'ai défini la fonction avec un seuil. J'ai mis le seuil par défaut à 2, vous pouvez mettre 3 en fonction de ce que vous voulez. Et une fois qu'on applique cela à la base de données des prix, on a ici la liste des valeurs extrêmes détectées avec l'approche des Z-scores. Donc là, les deux approches que je vous ai présentées ici sont des approches univariées, qui permettent seulement d'identifier la valeur extrême à partir des informations disponibles sur la variable. Or, une valeur extrême peut également être extrême, ça peut être lié à d'autres variables dans la base de données. Donc, il y a des approches qui vous permettent d'identifier les valeurs extrêmes sur le plan multivarié. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, sur le plan multivarié, pareil que sur le plan univarié, il faut toujours commencer par faire l'analyse graphique. Donc, je vais exécuter ce code. Tac. On commence par faire l'analyse graphique. En gros, ici, en vert, j'ai affiché la série des prix par rapport au nombre de pièces du logement. Vous voyez bien que tous les points qui seront écartés, comme je disais dans la définition du lot, vous voyez, c'est le lot ici qui est là, et tous les points qui sont écartés du lot sont les valeurs extrêmes, que ce soit ici à gauche ou encore à droite sur les deux variables. Donc, j'ai identifié les valeurs extrêmes avec IQR sur les deux approches. Ensuite, j'ai fait le graphique pour pouvoir les identifier. Donc, vous pouvez faire un graphique comme ça, bivarié, pour pouvoir voir où se situent mes valeurs extrêmes. Est-ce qu'elles sont vraiment détachées des autres lots? Et ici, on voit que oui, c'est le cas. Sinon, d'un point de vue plus pragmatique, plus systématique, il y a une approche déjà disponible sur Python qu'on appelle Isolation Forest qui permet d'isoler les valeurs extrêmes. En fait, comment ça marche Isolation Forest? Globalement, c'est basé sur l'idée selon laquelle
on peut facilement isoler des valeurs aberrantes des valeurs normales. Donc, on peut facilement, c'est ça le principe global. Donc, on va construire plusieurs arbres de décision aléatoires, ce que j'ai mis ici, et diviser les données en sous-ensembles aléatoires à chaque nœud. Donc, l'algorithme isole les observations en fonction de la profondeur moyenne à laquelle elles sont isolées par rapport aux autres observations. Les observations qui sont isolées plus rapidement que la moyenne sont considérées comme des valeurs aberrantes. Donc, c'est basé sur un principe d'arbre de décision. L'avantage de l'isolation forest, c'est qu'elle est capable de détecter les valeurs extrêmes sur le plan multivarié. Et ça fonctionne également sur les distributions non symétriques. On a vu que IQR et Z-score ne fonctionnent pas sur les distributions non symétriques. Par contre, isolation forest, vous pouvez l'utiliser sur les distributions non symétriques, j'y arrive. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai donné à peu près comment est-ce qu'on peut l'implémenter en Python avec Scikit-learn. Vous avez le module Isolation Forest, vous instancez toujours un objet de cette classe, ensuite vous appliquez sur votre base de données et normalement vous êtes capable de détecter les outliers et si je les ai détectés, je vais exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ici vous avez l'ensemble des outliers qui sont détectés, tout ce qui est moins 1 en fait. Ce sont les outliers détectés par Isolation Forest. Nous avons vu des techniques qui permettaient d'identifier les valeurs extrêmes sur le plan univarié. On avait IQR, Z-score qui reposaient énormément sur la symétrie du jeu de données qu'on a à distribution. On a vu ensemble qu'il fallait mettre en place un box plot et regarder les bornes pour voir les valeurs qui sont en dehors des bornes. On a vu Isolation Forest qui est adapté sur le plan multivarié et qui n'a pas d'hypothèse de symétrie comme IQR ou Z-score, donc c'est adapté pour des données non symétriques. Maintenant que vous avez identifié les valeurs extrêmes, comment vous pouvez les traiter? En matière de traitement sur les outliers, ça dépend toujours de la nature. Si on recommence par le cas où vous avez des données erronées, des erreurs de votre base de données, pour pouvoir les traiter, première solution, c'est bien évidemment corriger les erreurs. Vous allez essayer de regarder sur Internet, regarder en interne s'il n'y a pas de moyens de les corriger, discuter avec les business. Première approche, c'est corriger. Deuxième approche, si on n'a pas pu corriger, bien sûr, c'est de les supprimer. Ça, c'est vraiment toujours la dernière solution. Supprimer si l'impact n'est pas très important sur votre base de données. Par exemple, si vous avez 1% de données erronées, à la limite, ça va. Vous pouvez également faire des techniques d'imputation, c'est-à-dire vous supposez que ces données erronées sont des valeurs manquantes et vous appliquez des techniques d'imputation de valeurs manquantes qu'on a vu avec ces fichiers-là, comme les KNN imputers, comme la moyenne, le mode, la médiane, en fonction du type de valeur manquante qu'on a dans la base de données. Ça, c'est la première approche. Première catégorie, données et les erreurs, on supprime, on impute ou alors on traite tout simplement avec des connaissances métiers et des données externes. Deuxième catégorie qu'on appelle les valeurs extrêmes qui sont complètement éloignées des autres distributions. Comme solution pour ce type de valeurs, déjà premièrement, il y a des transformations qui sont très souvent recommandées dans la littérature comme la transformation logarithmique, racine carrée, donc vous essayez de transformer la variable pour pouvoir atténuer l'effet de ces valeurs propres. Deuxième approche que vous pouvez mettre en place, c'est ce qu'on appelle la discrétisation de la variable. En gros, au lieu de travailler sur la variable numérique, vous allez la rendre discrète, bien sûr, on va perdre un peu d'informations, de telle sorte que l'effet des valeurs extrêmes sera atténué dans votre base de données. Donc, au-delà de la discrétisation, comme autre méthode pour atténuer les valeurs extrêmes, c'est d'utiliser des modèles qui seront basés sur des rangs. Vous voyez que si vous classez les variables 1, 2, 3, 4, 5, le rang a moins d'impact sur les valeurs extrêmes ont moins d'impact sur les formes. Donc, travailler sur des modèles qui tiennent compte du rang permet également de résoudre ce problème. Une autre approche qui n'est pas très recommandée par contre, qu'on peut utiliser ce qu'on appelle la windsorisation. En gros, ça consiste en quoi? Borner vos valeurs entre le premier percentile et le 99 percentile. Les efforts que vos distributions deviennent homogènes. Mais par contre, ça, ce n'est pas recommandé parce qu'on borne un peu les informations. Une dernière approche qui est très intéressante et qui est d'ailleurs encouragée consiste à faire déjà un modèle avec des valeurs extrêmes. Donc, vous vous dites, OK, ce sont des vraies valeurs, je vais les conserver dans mon modèle, je vais faire le modèle de A à Z avec ces valeurs extrêmes. Je vais faire un deuxième modèle sans ces valeurs extrêmes. En gros, je vais analyser ces valeurs extrêmes de ma base de données. Ensuite, je vais analyser l'impact sur ma modélisation. Si je fais les deux versions et que je me rends compte que mes prédictions n'ont pas trop changé, mes prédictions n'ont pas trop changé, alors tant mieux, je laisse ces valeurs parce que ça n'a pas trop d'impact sur mes prédictions, ça n'a pas trop d'impact sur mes modèles. Ce ne sont pas des points qui ont de l'influence globalement. Mais par contre, si je fais ce modèle et que je compare les deux, il y a un gros impact fortement. Ça veut dire que ces valeurs extrêmes drivent fortement le modèle, donc il faudrait mieux les retirer de la modélisation. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans ce challenge pour la suite. Mettez des likes, des commentaires, partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous demain, le jour 26, pour la suite de ce challenge. Bye.